Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Human Papillomavirus HPV est responsable d'une infection sexuellement transmissible qui est la cause principale du cancer du col de l'utérus chez la femme. La plupart des cas de cancer du col utérin et des lésions précancéreuses peuvent être attribués à l'infection par les types de HPV oncogènes dans 70% des cas, au type 16 et 18. Ces infections dues au papillomavirus humain demeure un problème de santé publique dans le monde. Au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus représente 24% de tous les cancers dans l'ensemble du pays, faisant du cancer du col de l'utérus le cancer féminin le plus fréquent, devant le cancer du sein dont la part représente 18%. Depuis 2015, Médecins du Monde a mis en place un groupe de soutien pour le plaidoyer qui l'appuie constamment dans la mise en œuvre des différentes interventions. Ce groupe accompagne depuis 2018 dans le district sanitaire de Baskoui à Ouagadougou la mise en œuvre du projet de réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer du col de l'utérus par des approches pilotes innovantes basées sur la proposition faite aux femmes du type d'échantillonnage, autoprélèvement, prélèvement par agent de santé, le dépistage du HPV par la technique PCR, le traitement par le thermocoagulation et plus récemment le recours à la stratégie de dépistage actif communautaire en ce qui concerne Gungen 6 et le secteur 12. Lancés le 26 avril 2022, sont concernés par cette première phase d'introduction des jeunes filles de 9 ans avec une population cible estimée à plus de 300 000 jeunes filles qui vont être vaccinées par le Gardasil 4. À travers cette introduction, le Burkina Faso a fait un grand bond dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Plus d'un an après le lancement, il est maintenant nécessaire de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la vaccination contre le HPV avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que les acteurs intervenant dans la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau Professeur Naï Zongo. Professeur Zongo est le coordinateur national du programme national de lutte contre les cancers. Monsieur René Didas Bakouan. Monsieur Bakouan est le responsable des introductions de nouveaux vaccins. Madame Djeneba Ouedraogo. Madame Ouedraogo est la coordinatrice de l'association IRLON+. Et puis, Monsieur Issaka Kwanda. Monsieur Kwanda est le responsable programme droit et santé sexuelle et reproductif, Médecins du Monde au Burkina Faso. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci à vous également de nous suivre. Vous pouvez participer en appelant au 30 73. Monsieur Kwanda, quels sont les domaines d'intervention de Médecins du Monde? Ok, merci. Merci à la RTV, merci à l'ensemble du personnel. Médecins du Monde est une ONG humanitaire qui apporte de l'assistance médicale aux personnes vulnérables, surtout les personnes affectées par des crises, des conflits, des catastrophes naturelles. Donc nous apportons une assistance médicale, c'est une ONG médicale qui apporte donc une assistance médicale à ces personnes-là. Donc c'est à travers des projets et nous sommes présents au Burkina Faso depuis 2010 et les projets que nous mettons en œuvre, c'est à travers plusieurs régions, la région du Sahel, la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région du Centre et bientôt dans les hauts bassins
et une prospection en cours au sud-ouest. Donc, à travers ces projets qui sont des projets médicaux, nous apportons un renforcement de capacité au niveau du système de santé. Nous apportons également, nous renforçons la capacité des populations à avoir accès à l'information, à avoir accès au dépistage, à avoir accès à la prise en charge. Nous faisons également un plaidoyer au niveau des autorités pour que les politiques puissent changer en faveur donc, de ces populations vulnérables. Donc, dans les domaines, comme je le disais, c'est spécifiquement dans le domaine de la santé, mais quand on prend la santé, c'est vaste. Nous intervenons dans le domaine des droits en santé, des droits sexuels et santé reproductive, c'est-à-dire droits sexuels et santé de la reproduction. Donc, c'est des projets de DSSR, droits sexuels, droits reproductifs, santé sexuelle, santé reproductive. Donc, il y a plusieurs projets que nous développons sous ce thème-là. Ensuite, il y a le volet soins de santé primaire. Il y a également plusieurs projets que nous développons à travers donc, les soins de santé primaire. Il y a d'autres volets qui concernent la santé, mais au Burkina, c'est spécifiquement ces deux grands volets. Et ces deux grands volets, comme je le disais, nous renforçons le système de santé à travers des formations, des équipements, des appuis en médicaments, en consommables, et tout, des réhabilitations, ainsi de suite. Ensuite, nous contractons avec les organisations de la société civile. Et quand on parle d'organisation de la société civile, nous avons mis en place un groupe large de plaidoyer, qui est représenté ici par l'association Yerelo. Voilà, et elle aura l'occasion de revenir en large sur les aspects du plaidoyer en ce qui concerne donc la société civile. Nous allons lui demander directement, Madame Ouedraogo, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe de plaidoyer? Ok, merci Madame. Le groupe de plaidoyer mis en place par Médecins du Monde depuis 2018 est composé de 5 associations qui font uniquement le CCU, le cancer du col de l'utérus, et plus large avec la DSSR. Le groupe de plaidoyer CCU, c'est l'association... Évitez d'abréger, il faut en tout cas éviter d'abréger pour que la population puisse comprendre ce que vous dites. Oui, il y a l'association Yerelon Plus, où on a URCB, Union des religieux et coutumiers. On a ASEC, Association citoyenne, École des citoyens. Il y a IS Femmes, et il y a l'association APSAM. APSAM, qui est l'association des sages-femmes et maïticiens. Donc ce sont ces 5 structures qui accompagnent Médecins du Monde depuis 2018 dans le cadre de la morbimortalité due au cancer du col de l'utérus. Professeur Zongo, le human papillomavirus, de quoi s'agit-il? Je tiens d'abord à vous dire merci de nous accueillir sur votre plateau. Quand on parle de human papillomavirus, le human papillomavirus est encore appelé le papillomavirus humain. C'est également en abrégé appelé HPV, que tout le monde connaît. C'est une famille de virus. C'est une famille de plus de 100 types de virus, dont la particularité, c'est d'infecter la peau et les muqueuses de l'organisme et aussi d'infecter les organes génitaux. Les organes génitaux externes comme les organes génitaux internes, notamment le col de l'utérus. Et c'est un virus qui est devenu, qui est très connu, tristement célèbre, parce qu'il est responsable du cancer du col de l'utérus. Quand on sait que le cancer du col de l'utérus, c'est l'un des premiers cancers de la femme, et c'est également le cancer le plus létal de la femme. C'est un cancer qui est responsable d'un décès toutes les 2 minutes qui passent dans le monde. Voilà grosso modo ce qu'on peut entendre par human papillomavirus, par HPV. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents modes de contagion?
Le human papillomavirus ou HPV peut se transmettre d'une personne à une autre par le contact. D'abord par le contact cutané, lorsqu'il y a des lésions au niveau de la peau. Mais également, il faut savoir que la voie royale de transmission du virus, qui est responsable du col de l'utérus qu'on appelle HPV, c'est la voie sexuelle. Le contact sexuel peut être infectant, que ce contact soit suivi ou non d'actes sexuels vrais. C'est pourquoi, quand vous prenez toute la population, 30 à 70% des femmes qui ont déjà eu un contact sexuel portent human papillomavirus. Mais il n'y a pas à se stresser parce que parmi ces 70% qui portent human papillomavirus, seulement un très petit nombre gardera longtemps ce virus. Et encore un très très petit nombre de femmes va présenter des lésions induites par ce virus susceptibles de se transformer plus tard en cancer. Voilà grosso modo les modes de transmission. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le contact sexuel. Et quels sont les groupes à risque? Human papillomavirus peut infecter n'importe quelle personne. Mais il y a quand même un groupe qui est plus ou moins épargné. C'est le groupe, par exemple, des religieuses et le groupe des religieux. Ensuite, il faut savoir que les personnes les plus exposées à human papillomavirus sont les personnes qui ont des rapports sexuels précoces, les filles par exemple qui ont des rapports sexuels très jeunes. Ce sont également les personnes qui ont des partenaires sexuels multiples. Plus vous rencontrez des personnes, plus la probabilité de rencontrer une personne qui porte le virus et qui vous infecte est plus importante. Il y a également les personnes qui vivent avec le virus du sida, parce que dans un grand nombre de cas, il y a une co-infection virus du sida et human papillomavirus. Mais ça, ce sont les personnes à risque d'être infectées par le virus. À côté, il faut relever les personnes à risque, puisque ce qui nous intéresse, c'est le cancer du col de l'utérus, de présenter un cancer du col de l'utérus. Il y a essentiellement deux types de personnes. Le premier groupe, c'est les personnes qui portent human papillomavirus. Et le deuxième groupe, c'est celles qui portent human papillomavirus, mais qui ne font pas de dépistage, qui ne se font pas traiter de leurs lésions précancéreuses. Voilà, grosso modo, les deux types de groupes à risque, selon qu'on parle de human papillomavirus ou qu'on parle du cancer du col de l'utérus. Okay. Monsieur Bakouan, quelles sont les mesures prises par votre direction pour prévenir le cancer du col de l'utérus? Ok, merci beaucoup Madame Daou pour l'occasion que vous offrez à la direction de la prévention par les vaccinations. Alors, pour venir parler de la vaccination contre le HPV au Burkina Faso. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination constitue l'intervention clé dans la prévention primaire du cancer du col de l'utérus. Voilà, c'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de la prévention par les vaccinations, a introduit le vaccin contre le HPV dans son programme élargi de vaccination depuis le 26 avril 2022. Aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, dans toutes les formations sanitaires qui offrent des services de vaccination, alors le vaccin est disponible. Le vaccin il est disponible et il est gratuit. Alors il faut dire que le Burkina Faso constitue aussi l'un des rares pays à avoir introduit ce vaccin-là dans son programme au niveau des pays de la sous-région. Alors, cela montre vraiment que la lutte contre le cancer du col de l'utérus est une priorité pour le gouvernement. Merci. Professeur Zong, est-ce qu'il y a d'autres types de prévention? Parlant de prévention du cancer du col de l'utérus, il faut savoir que nous, cancérologues, nous concevons la prévention en trois points. Le premier point, c'est la prévention primaire. Le deuxième point, c'est la prévention secondaire. Le troisième point, c'est la prévention tertiaire. Pour la prévention primaire, c'est essentiellement la vaccination. La vaccination qui est devenue une réalité, M. Bakouan l'a dit, depuis le 26 avril 2022 au Burkina Faso. C'est l'occasion également d'inviter les mères et les pères à faire vacciner leurs enfants, à les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Le deuxième pan de la prévention, c'est la prévention secondaire. Et la prévention secondaire consiste surtout à dépister, à détecter les lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui sont sur le col de l'utérus, induites par human papillomavirus, mais qui ne sont pas encore des cancers, mais qui peuvent devenir des cancers si on les laisse évoluer de façon spontanée. Cette prévention secondaire s'intéresse surtout
aux femmes qui ont déjà eu un contact sexuel, qui sont potentiellement porteuses du virus de Human Papillomavirus. Le troisième pan de la prévention, qui n'est pas une vraie prévention, c'est la prévention tertiaire. Cette prévention tertiaire consiste au traitement des cancers déclarés. Ça veut dire que les femmes qui portent des cancers doivent bénéficier d'un traitement adéquat pour éviter la survenue de complications, pour éviter le décès de la femme qui porte le cancer. Il y a l'OMS aussi qui a élaboré des stratégies pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Effectivement, le 17 novembre 2021, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Et cette stratégie porte essentiellement 3 piliers. Le premier des piliers, c'est de faire de telle sorte que 90% des filles soient vaccinées contre Human Papillomavirus, le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus avant leur 15e anniversaire. Le deuxième pilier, c'est de faire de telle sorte que les femmes qui, entre griffes, ont déjà eu un contact sexuel, potentiellement porteuses du virus, puissent bénéficier d'un dépistage des lésions précancéreuses dans au moins 70% des cas, entre leur 35e et leur 45e anniversaire. Le troisième pilier qui va permettre l'élimination du cancer du col de l'utérus, c'est de travailler de telle sorte que 90% des femmes qui se présenteraient malgré la première barrière et la deuxième barrière avec un cancer du col de l'utérus bénéficient d'un traitement adéquat. Quand tous ces piliers sont respectés, d'ici 2030, on va se retrouver avec moins de 4 femmes sur 100 000 femmes qui présentent un cancer du col de l'utérus. C'est cela l'élimination du cancer du col de l'utérus tel que prôné par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Et quelles sont les actions qui sont en cours au niveau du programme national pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus? Bon, parlant du programme national, on a l'habitude de dire que quand il y a la grenouille, ses intestins et tout ce qu'il ingère, c'est pour le serpent qui va l'avaler. En fait, le programme fait partie du ministère de la Santé et je vais plutôt parler des actions menées ou déjà que mène le ministère de la Santé ou qui sont déjà menées par le ministère de la Santé. En ce sens, ces actions sont calquées en réalité sur les 3 étapes de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Il y a d'abord, pour la prévention primaire, le ministère a posé un acte à travers l'ensemble du gouvernement, un acte très important, un acte fort, c'est la mise en place de la vaccination depuis le 26 avril 2022. Et cette vaccination est disponible dans tous les centres habituels de vaccination. Le deuxième élément que le ministère a agi avec beaucoup de force, c'est le dépistage. Le dépistage qui consiste à détecter des lésions précancéreuses et à les éliminer. Ce dépistage est gratuit depuis avril 2016. Et cela a été offert à travers un décret, un arrêté ministériel. Mais fort est de constater que malheureusement, malgré la gratuité du dépistage, seulement 8,5% des femmes cibles se présentent dans les structures de santé pour se faire dépister. C'est l'occasion ici, il y a une faible adhésion. Le ministère est en train de mettre les bouchées doubles pour mobiliser les femmes, pour que les femmes fréquentent davantage les centres de santé. Donc c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les femmes de se faire dépister, de se faire détecter les éventuelles lésions précancéreuses et de bénéficier du traitement de ces lésions qui reste gratuit dans tous les centres. C'est le seul moyen de se protéger contre le cancer du col de l'utérus. Et pour la prévention tertiaire, c'est là où l'acte le plus fort est tombé à partir d'avril 2023 à travers un décret présidentiel qui non seulement déjà on bénéficie de la présence d'un centre de radiothérapie au Burkina Faso, mais à partir d'avril 2023, la radiothérapie est devenue gratuite pour les femmes qui porteraient un cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Cela a permis non seulement l'accès de la radiothérapie aux femmes démunies, surtout des femmes déplacées internes. Et c'est un décret présidentiel qui consacre la gratuité de cette radiothérapie. Et le ministère, en voyant toutes ces actions qui sont déjà nombreuses et qui portent déjà des fruits, a voulu mieux structurer la lutte contre le cancer en mettant en place un programme national de lutte contre le cancer dont vous venez d'évoquer. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel, un plaidoyer à travers le ministère de la Santé
pour une mise en place rapide des différents éléments de ce programme national de lutte contre le cancer, et également un plaidoyer à l'égard des représentants du peuple pour qu'ils favorisent la mise en place des tests, la mise en place de lois en faveur de la lutte contre le cancer et même des plus aux responsabilités de ce pays. Je parle du Premier ministère, de la Présidence, et encore signer des décrets en faveur de la lutte contre le cancer. Parce que le cancer, quoi qu'on dise, il y a 2 à 5 Burkinabés qui meurent de cancer chaque jour qui passe. Donc c'est un véritable fléau et seul on ne peut pas faire face au cancer. Il faut l'implication non seulement des populations, mais des plus hautes autorités. Tout à fait. Monsieur Bakwa, quels sont les avantages d'introduire un vaccin dans le programme élargi de vaccination? Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, le fait nous savons tous que le cancer du col de l'utérus est lié au HPV. Alors, en introduisant le vaccin contre le HPV, on va protéger nos filles contre ce cancer-là. Alors, le gros avantage, c'est que ça sera des milliers de vies qui seront épargnées vis-à-vis de ce cancer. Et des études ont montré que les pays qui ont introduit le vaccin ont considérablement réduit le nombre de cas de cancer. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont sur la voie de l'élimination. Alors, c'est surtout le gros avantage, là, c'est d'épargner vraiment la vie de nombreuses filles dans nos pays. Voilà. C'est vrai que vous l'avez dit, qui peut se faire vacciner et où? Ok. Et pour le moment, au niveau du programme, c'est les filles de 9 ans qui sont concernées par cette vaccination. Okay. Et la vaccination, en tout cas, elle se fait soit en stratégie fixe, dans la formation sanitaire, ou soit en stratégie avancée, dans les écoles. Les filles de 9 ans, pour l'essentiel, sont des filles scolarisées. Donc, les agents de santé se déplacent dans les écoles pour pouvoir vacciner les filles qui sont à l'école. Et la vaccination se fait également en stratégie avancée en communauté pour pouvoir vacciner aussi les filles non scolarisées. Pour le moment, c'est ces 2 stratégies-là qui sont utilisées au niveau du programme pour pouvoir toucher le maximum de filles. Parce que nous, notre vision, c'est de ne laisser personne de côté en matière de vaccination. Voilà. Introduction depuis le 27 avril 2022 du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans la vaccination de routine au Burkina Faso. Cela à travers une campagne de lancement par nos premières autorités sanitaires. C'est le fruit du partenariat entre Médecins du Monde et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un projet dédié à la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus à travers le renforcement du système de santé, de la mobilisation communautaire et le plaidoyer pour une amélioration des politiques publiques de santé, spécifiquement des droits de santé sexuelle et reproductifs. Ce projet vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer du col de l'utérus par des approches pilotes innovantes. Salifou Belem et Estelle Judith Assogba pour le reportage. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique administre la toute première dose du vaccin contre le human papillomavirus à la petite Acétacide B, âgée de 9 ans en classe de CM1 à l'école de la Padoie, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Robert Lucien Kargougou donne ainsi le top départ de l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans la vaccination de routine au Burkina Faso. Pour un début, cette vaccination va concerner une cohorte de plus de 380 000 filles âgées de 9 ans sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la population, à l'ensemble des mères, à l'ensemble des pères, pour qu'ils acceptent que nos filles se fassent vacciner afin d'être plus prémunies contre le cancer du col. Donc, c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, comme les vaccins et autres produits de santé que nous mettons à la disposition des populations au Burkina.
Le vaccin est administré gratuitement et des équipes bien préparées sont disponibles pour vacciner les filles de cette tranche d'âge. Nous sommes partis initialement avec les filles de 9 ans, c'est-à-dire les filles chez qui on pense qu'il y a une très faible probabilité qu'elles aient eu un contact sexuel. Il faut une première dose et ensuite une deuxième dose 6 mois après. Et la personne est immunisée à vie. Les différents sites, c'est d'abord au niveau des centres de santé publics dans un premier temps. Et pour les populations qui résident à plus de 5 km d'une formation sanitaire, les agents vont faire un déplacement vers ces populations pour administrer le vaccin. Il y a aussi des déplacements qui se feront vers les écoles pour administrer les vaccins. Donc des séances seront régulièrement organisées. Le cancer du col de l'utérus constitue un problème de santé publique. Au plan mondial, on dénombre plus de 530 000 cas chaque année. Et au Burkina Faso, ce sont plus de 1000 nouveaux cas enregistrés avec malheureusement 80% de décès. Monsieur Kwanda, dites-nous quelle était la cible attendue au lancement du projet? Il faut dire que le projet a eu 2 phases. Donc la première phase, c'est de 2018 à 2021 et la cible attendue, c'était 10 800 femmes qu'on devait dépister. Et il faut dire qu'on aurait voulu dépister toutes les femmes qui ont l'âge de se faire dépister du papillomavirus influenza HPV. Mais compte tenu du plateau technique, la capacité des laboratoires, puisque c'est un test de laboratoire, la capacité des laboratoires dans le district que nous intervenons et aussi les appareils qu'on a donnés au niveau des laboratoires, leur capacité, ça nous a amené à limiter le nombre de femmes. C'est pourquoi nous avons ciblé 10 800 femmes à dépister pendant la première phase. La deuxième phase est en cours, ça a commencé en 2022 et ça prend fin en 2024. Mais en termes d'information de la population, c'est toute la population de Basse-Cuire, de Ouagadougou, que nous informons pour que les gens aient accès à des informations clés concernant le cancer du col de l'utérus. Madame Ouedraogo, quelle a été la contribution du groupe de plaidoyer pour la vaccination contre le HPV? La contribution du groupe de plaidoyer, d'abord il y avait la partie plaidoyer où nous avions eu plusieurs contacts avec le DPV par rapport à l'effectivité d'abord du vaccin. Et après cette étape, on est allé encore rencontrer le DPV pour l'introduction du vaccin dans le programme élargi de vaccination. Ça a été le plaidoyer que nous avions mené par rapport au vaccin. Mais par rapport au cancer du col de l'utérus même, nous avions eu des activités de sensibilisation que nous avons menées au niveau de Basse-Cuire et même en dehors de Basse-Cuire, nous avons mené des activités de sensibilisation. Il faut que le maximum, comme ils l'ont dit sur le plateau ici, il faut que le maximum de femmes, d'hommes sachent que le cancer existe, que c'est un mal qu'on peut soigner si c'est fait à temps et guérir. Donc il y avait ces activités et on a eu des activités de mobilisation citoyenne où on a organisé des rencontres, par exemple de football. Nous avons fait des crosses populaires. Nous avons organisé également des activités la mobilisation, là, on a fait aussi des activités de sensibilisation à l'endroit par exemple, comment on appelle, les tradis praticiens. Okay. En fait, on a rencontré les tradis praticiens. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes, on se rend compte que c'est des gens, quand elles sont malades, elles vont rendre visite aux tradis praticiens. En fait, on leur demande de référer les femmes pour qu'elles puissent faire le dépistage et être sûres que vraiment, c'est pas le cancer du col, ou c'est le cancer du col et on fait la prise en charge.
Mais ces tradipraticiens, c'est tout juste au niveau de la zone d'intervention du projet ou alors c'est de façon générale que vous avez mené ces séances de sensibilisation? Avec les tradipraticiens, ils ont une association, les tradipraticiens, et on a fait 4 activités avec l'association à raison de 20 personnes par association, par groupe, où nous avons sensibilisé et nous avons remis des fiches pour qu'elles puissent informer au cas où les femmes viennent rendre visite et qu'elles puissent faire le dépistage et puis vraiment se faire dépister. Monsieur Kwanda, quels sont les principaux résultats de la phase 1? Ok, merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'ajouter un peu sur le plaidoyer à travers le groupe large des OSC, les actions qu'ils ont pu mener au niveau de ce groupe-là. Il y a par exemple les directives au niveau national sur le cancer du col de l'utérus qu'on a. On a fait le plaidoyer, le groupe des OSC ont fait le plaidoyer pour qu'on fasse une révision de ces directives à travers plusieurs ateliers qu'on a organisés à Ouagadougou ici, et à l'issue de ces ateliers, les directives ont été finalisées, de nouvelles directives ont été finalisées et sont actuellement sur la table du ministère de la Santé pour validation et signature. Donc ces directives-là prennent en compte des innovations que Médecins du Monde a apportées au niveau du district sanitaire de Basse-Cuire. Il y a aussi le fait que le professeur a signalé tout de suite qu'il y a des groupes spécifiques qui sont plus vulnérables face au cancer du col de l'utérus, à savoir les professionnels du sexe et les femmes vivant avec le VIH. Donc, à travers ces groupes-là, il y a un plaidoyer fort aussi qui a été fait à l'endroit du SPCMLS Santé, c'est-à-dire le secrétariat permanent de lutte contre les IST et le VIH, pour que ces groupes-là puissent être favorisés, pris en compte à travers des actions fortes pour permettre à toutes les femmes qui sont PV-VIH de bénéficier donc de ces actions sur la lutte contre le cancer du col. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, comme bilan, je parlais tout à l'heure du renforcement du système de santé. Nous avons équipé les centres de santé de Basse-Cuire en appareils. Les appareils d'abord au niveau des laboratoires pour faire le dépistage du HPV, et ensuite des appareils dans toutes les formations sanitaires pour permettre de faire la thermocoagulation. C'est une technique qui vient remplacer en quelque sorte la cryothérapie, qui est un peu plus technique, plus coûteux et qui demande en tout cas que ça soit dans un centre spécialisé que ça se développe. Mais les appareils de thermocoagulation que nous avons mis en place au niveau des formations sanitaires permettent aux sages-femmes qui font le dépistage lorsqu'il y a des lésions de faire le traitement sur place. Et l'innovation qu'on a apportée, c'est on fait le dépistage sur place, on fait le traitement sur place au niveau des formations sanitaires. Donc ces appareils sont là. Et ensuite, nous avons formé, nous avons équipé, nous avons doté les formations sanitaires en médicaments, en consommables médicaux. Et en termes de dépistage, le nombre de femmes dépistées, pendant la première phase, nous avons dépisté 10 937 femmes. Wow. Et parmi ces 10 937, il y a 2200 cas positifs au HPV, au virus. Et parmi ces femmes, il y a plus de 100 femmes qui ont présenté des lésions larges au niveau du col qu'on a traitées sur place avec les appareils qu'on a dotés au niveau de la formation sanitaire. Ça, c'est au niveau renforcement du système de santé. Au niveau communautaire, nous avons contracté avec, comme elle a dit, des associations que nous finançons pour mener des activités de sensibilisation dans la communauté pour que la communauté puisse avoir les informations nécessaires pour pouvoir générer la demande, stimuler la demande. Il est bien de renforcer le système de santé, mais si la demande ne suit pas, ce n'est pas utile. C'est pourquoi nous renforçons les OSC pour qu'ils mettent l'accent dans la communication et la sensibilisation. Donc ces actions ont été faites. Les résultats aussi au niveau plaidoyer, elle a évoqué. Je pense que c'est ça qu'on peut présenter comme résultat. Satisfait.
Oui. Monsieur Bakwan, plus d'un an après le lancement de la vaccination contre le HPV, quel bilan vous pouvez faire à votre niveau? Ok, merci beaucoup. Alors, il faut dire que le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que un an après l'introduction, le bilan est très satisfaisant au regard des couvertures vaccinales auxquelles nous sommes parvenus. Alors, pour la première année d'introduction, nous avons pu atteindre une couverture vaccinale de 70%. Et pour cette deuxième année, quand on prend la couverture vaccinale du mois de janvier à novembre, nous avons atteint 90% de la cible, ce qui est une prouesse. Même les pays qui ont devancé le Burkina Faso dans cette introduction n'ont pas encore atteint ces résultats-là. Donc vraiment, c'est une prouesse. Et je profite vraiment de ce plateau pour vraiment remercier vraiment l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, les acteurs du monde de l'éducation. Comme vous le savez, l'essentiel de la cible se trouve à l'école. Plus de 80% se trouvent à l'école. Et c'est grâce à l'appui, grâce à la collaboration avec les acteurs de l'éducation que nous en sommes arrivés là. Je remercie également vraiment la société civile qui, par ses plaidoyers, nous ont permis également d'atteindre ces résultats. Et surtout, les agents de santé. Aujourd'hui, la vaccination contre le HPV, bien que ça soit introduit l'année passée, a trouvé toute sa place dans le programme. Et toutes les occasions sont saisies pour vraiment intégrer cette vaccination contre le HPV. Voilà, vraiment, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons réussi notre introduction. Voilà. Monsieur Kwanda, quel message pour la population du district de Bascui qui a servi de phase pilote? Ok, merci. Comme message à l'endroit de la population de Bascui, c'est de leur dire vraiment merci pour l'adhésion massive à l'endroit de ce projet pilote au niveau du district sanitaire de Bascui. Parce que les femmes se sont engagées, il y a eu le dépistage, on a atteint des résultats de 100%, plus de 100%. Les hommes ont adhéré, les autorités locales au niveau de Bascui ont adhéré, les leaders communautaires que sont les religieux, les coutumiers, ont adhéré massivement au projet, ce qui nous a permis donc d'atteindre des résultats. Et comme on a dit, c'est une phase pilote. Une phase pilote, c'est pour voir si on peut dupliquer le projet dans un contexte similaire. Donc nous comptons sur la population de Bascui pour réussir, comme on n'a pas encore fini le projet, pour réussir le projet, pour qu'on puisse montrer ça comme exemple de réussite pour pouvoir dupliquer donc à l'ensemble du pays. Et le professeur le disait tout de suite, les populations clés, que sont les personnes vivant avec le VIH, les professionnels du sexe, nous les invitons à prendre d'assaut les formations sanitaires pour faire le dépistage parce qu'ils sont les plus vulnérables. Et par exemple, quand on prend les professionnels du sexe, quand on les approche, souvent ils ne veulent pas laisser leurs activités et puis venir faire le dépistage. Et la société civile est là, ils ont mené des stratégies pour pouvoir les avoir et les convoyer avec des véhicules. Est-ce que le dépistage prend beaucoup de temps? Non, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le prélèvement, c'est quelques minutes. Tu peux faire toi-même ton prélèvement, comme tu peux laisser faire le prélèvement par un agent de santé. Quand c'est positif, on fait un autre test qu'on appelle l'inspection visuelle à l'acide acétique pour voir s'il y a des lésions. Les lésions ont commencé. Et si les lésions ont commencé, on fait le traitement sur place. Donc, mais le temps d'attente? Si c'est le test seulement, le HPV, si c'est négatif, tu repars, c'est en quelques minutes. Mais que le temps d'attente, arriver à la structure sanitaire, on attend combien de minutes, combien d'heures? Est-ce que c'est pas ça qui décourage souvent, si l'attente est longue? Bon, pour ces groupes clés, c'est une autre explication qui fait qu'elles ne viennent pas. Et c'est le fait, les professionnels du sexe, puisqu'il y a une condition pour faire le test, c'est de s'abstenir de rapports sexuels au moins 24 heures. Alors que les professionnels du sexe ne veulent pas perdre de l'argent pendant 24 heures. Tout ça, les OSC ont développé des stratégies pour pouvoir compenser ce manque à gagner pour les permettre de venir.
Donc il y a tous ces aspects. Sinon, la population de façon générale ont adhéré massivement. Le temps d'attente ne cause pas un problème. Les femmes qui sont au niveau des marchés hier, des lieux de rencontre, les OSC les ont approchés, sensibilisés et ils prennent d'assaut en tout cas les formations sanitaires. Madame Ouédraogo, quelles sont les stratégies que vous avez élaborées pour convaincre ces bonnes dames de venir se faire de l'utilité de ce dépistage? Les stratégies que nous avons utilisées, surtout avec les professionnels de sexe, nous avons organisé des campagnes de dépistage en stratégie avancée. Au lieu de le faire en stratégie fixe, nous avons fait ça en stratégie avancée directement sur leur site. Donc ça a un peu changé les choses. Et également... Ça les a obligés à respecter les 24 heures? Oui. Oui. Quand elles sont informées, et généralement, quand on leur demande de se déplacer et puis venir, c'est des gens qui ne savent pas rouler à moto. Il faut prendre il faut prendre un taxi en groupe pour venir, prendre un taxi pour repartir. Bon, on a essayé de gérer tout ça pour qu'elles puissent venir. Mais la campagne de dépistage a vraiment arrangé vraiment les choses. Et quels sont les défis actuellement pour la vaccination contre le HPV? Monsieur Bakwa. Oui, bon, les défis, c'est essentiellement à la première année, beaucoup de filles n'ont pas été reçu la vaccination parce que soit les parents n'ont pas l'information que le vaccin était dans le programme, mais pour l'essentiel des filles, c'est que les parents hésitaient à faire vacciner leurs enfants parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises informations qui circulaient autour du vaccin, et ce qui faisait que les parents vraiment hésitaient. Mais par la sensibilisation, par les plaidoyers, aujourd'hui, au regard des résultats que je viens de vous présenter, la population en tout cas a adhéré à ce vaccin. Alors l'autre défi aussi, comment faire pour vraiment faire en sorte que les filles qui n'ont pas encore reçu le vaccin là puissent l'avoir. Et pour ça aussi, nous allons toujours continuer la sensibilisation à travers tous nos collaborateurs qui sont les organismes de la société civile, les enseignants, les acteurs du monde de l'éducation et surtout le plaidoyer auprès vraiment des leaders religieux et coutumiers qui nous aident également dans la sensibilisation. Alors aussi l'autre défi aussi c'est l'accessibilité des filles qui sont dans les zones où le défi sécuritaire. Quand on prend vraiment les différentes couvertures, les régions qui ont les faibles couvertures sont les régions qui sont situées dans les zones à défi sécuritaire. C'est ça aussi le défi, comment nous allons faire pour moi. Mais nous avons développé des stratégies en tout cas pour pouvoir toucher l'ensemble des filles. Comme je l'ai dit, la vision du programme, c'est de ne laisser personne de côté en matière de vaccination. Voilà. Découvrons à présent la question des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Alors, c'est un sujet qui intéresse indistinctement les hommes comme les femmes. Et la première, c'est Madame Lalogo Nezerbo Aïcha qui nous a appelé de Ouagadougou avec deux préoccupations. Est-ce que les contraceptifs hormonaux sont un facteur de risque de survenue du cancer du col de l'utérus? Son autre question, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque en dehors du HPV? Et est-ce qu'il y a un risque génétique? Par exemple, est-ce qu'une mère peut transmettre une mère qui a déjà fait le cancer du col de l'utérus peut transmettre cela à sa fille? Monsieur Jean Chombiano nous suit à Tinkodogo. Il se demande quelle stratégie vous développez pour inciter les femmes à se faire dépister. Il constate que, par exemple, pour le don du sang, il y a une très grande campagne. Qu'en est-il du dépistage du cancer du col de l'utérus? Est-ce que ce dépistage-là est accessible partout au Burkina Faso? Monsieur Saïdou Chombianou nous suit à Fada. Lui, il a deux questions. Est-ce qu'une femme qui a le cancer du col de l'utérus peut encore procréer?
Et son autre question, est-ce qu'il y a un lien entre prolapsus du col utérin et cancer du col de l'utérus? Sinon, est-ce que le prolapsus utérin peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus? Madame Ouedraogo est à Ouagadougou. Sa question, est-ce que les filles vierges peuvent être vaccinées même si elles sont plus de 26 ans? Elle pose la question parce que dans le reportage, la vaccination n'a concerné que des enfants de 9 ans. Une autre téléspectatrice demande si le cancer du col de l'utérus peut toucher des femmes vierges. Madame Traoré est à Ourodara. Elle a sa fille qui a eu des infections quand elle avait 10 ans. Cela lui a même causé des lésions au niveau du sexe. Mais avec le traitement et les soins, elle va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, sa fille a 12 ans. Elle se demande si elle peut la vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Monsieur Mikailou Koulibaly est également à Ourodara. Lui se demande si une femme qui a déjà eu des enfants, qui a été dépistée négative, peut toujours se faire vacciner. Sa deuxième question concerne le vaccin lui-même et l'âge auquel on l'administre. Pourquoi vacciner des enfants de 9 ans? Est-ce qu'elles n'auront pas des problèmes plus tard quand elles seront des femmes? Monsieur Mahamoudou Drabo à Ouagadougou, lui, est plus direct. Il se demande si ces vaccins-là ne sont pas un moyen pour réduire la fertilité des femmes de demain au Burkina Faso et du coup une manière de lutter un peu contre la démographie galopante dont certains parlent. Madame Traoré à Ouagadougou s'adresse à Médecins du Monde. Pourquoi choisir un seul district? Pourquoi ne pas élargir le dépistage à tous les districts de la région du centre pour toucher plus de personnes? Monsieur Nyambré Bourema, un de nos fidèles téléspectateurs à Ouargaï, a plusieurs questions. De quand date, si vous pouvez le situer, les premiers cas de cancer du col de l'utérus au Burkina Faso? Il est inquiet. Il se demande si l'explosion du nombre de cas de cancer du col de l'utérus n'est pas due à l'abandon de l'excision. Madame Ouedraogo à Ouagadougou, elle veut savoir où est-ce qu'elle peut aller si elle veut faire vacciner sa fille qui a 14 ans. Enfin, Madame Lydie Diallo à Ouagadougou a lu une interview de professeur Naï Zongo dans les journaux qui dit que la majorité des femmes dépistées positives au cancer du sein meurent dans la première année. Pourquoi un tel taux très élevé de mortalité? Est-ce que cela est valable pour le cancer du col de l'utérus? Combien coûte la prise en charge? Où est-ce qu'elle peut se faire au Burkina? Est-ce que tous les CHE, tous les CHU disposent des capacités et des compétences pour prendre en charge le cancer du col de l'utérus? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Madame Lalogo, Nézerbo Aïcha, il y a deux préoccupations. Les contraceptifs hormonaux sont-ils un facteur de risque du cancer du col de l'utérus? Professeur. Merci bien. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions. Je vais résumer. Je pense qu'il y a trois questions qui sont à peu près les mêmes. La contraception orale, est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? Il y a des influences. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans la survenue d'un cancer. Mais nous allons insister sur le cancer du col de l'utérus. Il est important de retenir seulement deux éléments. Ce qui est responsable du cancer du col de l'utérus, c'est d'abord l'infection par human papillomavirus, qui dans plus de 99% est impliqué dans l'éclosion du cancer du col de l'utérus. La preuve que c'est le principal responsable du cancer du col de l'utérus, c'est que vous ne trouvez presque pas de cancer du col de l'utérus chez les religieuses
c'est les sœurs d'église. Vous n'avez pratiquement pas de cancer du col de l'utérus parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas d'infection par human papillomavirus, dont le facteur responsable est absent, par conséquent le cancer est absent. Le deuxième élément, c'est lorsque vous portez human papillomavirus et vous ne vous faites pas dépister, c'est l'absence de dépistage. Tous les autres facteurs de risque, on peut tergiverser là-dessus, mais si nous retenons seulement les deux et nous appliquons les règles qu'il faut, ça va nous éviter de présenter un cancer du col de l'utérus. Infection par human papillomavirus, absence de dépistage sont les principales raisons de survenue. Et le risque génétique? Le risque génétique dans le cancer du col de l'utérus est moindre. Vous savez, il y a des cancers qui sont hautement génétiques, comme le cancer du sein, comme le cancer du côlon, comme certains cancers. Mais pour le cancer du col de l'utérus, c'est human papillomavirus. Donc, une mère ne peut pas transmettre à sa fille. Il peut y avoir des susceptibilités dans la famille. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans certaines familles et voir qu'il y a plus de cancer du col de l'utérus par rapport à d'autres familles. Ce n'est pas exclu qu'il y ait une susceptibilité génétique. Mais vous allez retrouver que toutes celles qui portent un cancer du col de l'utérus, dans plus de 99% des cas, portent le virus, human papillomavirus. D'accord. Monsieur Jean Chombiano, lui, il a atteint Kodogo. C'est les stratégies développées pour inciter les femmes à se faire dépister. C'est vrai que nous avons signalé que seulement 8,5% des femmes se font dépister. Le ministère a fait l'effort depuis 2016 de rendre gratuit le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Mais fort est de constater que les femmes ne partent pas se faire dépister. Parce qu'en fait, dans la tête de certaines femmes, ça ne concerne que les autres. Le deuxième élément, c'est que les femmes, c'est de façon naturelle, on n'a pas tendance à aller se faire soigner. On a tendance à aller faire des révisions de nos motos, faire des révisions de nos voitures, mais on ne révise pas nos propres corps. On attend d'être malade. On attend d'être malade, suffisamment malade pour se présenter dans nos hôpitaux. Mais quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour pousser les femmes à aller vers les centres de santé? C'est d'abord l'organisation de la société civile. Le ministère s'est beaucoup impliqué dans l'organisation de la société civile qui a permis de former toutes les couches de la société contre le cancer du col de l'utérus. Quand je parle de couches de la société, c'est essentiellement les journalistes, c'est les influenceurs des réseaux sociaux, c'est également ceux qui militent dans les associations de lutte contre le cancer, c'est aussi les chefs traditionnels, c'est les leaders religieux. Quand je parle de leaders religieux, c'est surtout les imams, c'est également les pasteurs, c'est aussi les prêtres. Tous sont formés contre le cancer du col de l'utérus. Et nous pensons que dans les mois et les années à venir, avec la communication impliquant tout le monde, à tous les niveaux de la société, c'est sûr que les femmes vont aller de plus en plus vers les centres de santé. Sinon, le dépistage est disponible et gratuit et accessible partout dans tous les centres de santé, même les plus périphériques. D'accord. Oui. Ok. Monsieur Seydou Chombiano, deux questions. Il a Fada. Est-ce qu'une femme qui a le cancer du col de l'utérus peut procréer? Tout dépendra du niveau. Si c'est un cancer en son début, ça veut dire le cancer détecté très tôt, il arrive qu'on traite ce cancer sans enlever complètement l'utérus, sans irradier l'utérus, en faisant une résection au niveau du col de l'utérus. Ça, c'est vraiment des cancers détectés très tôt. Mais quand le cancer est évolué, d'abord le cancer va détruire le col de l'utérus, parfois l'utérus entièrement, donc la procréation va devenir difficile. Il peut arriver également que les cancers avancés font intervenir des traitements qui mettent en jeu la fertilité. Donc la conception après le cancer devient difficile. C'est l'occasion de lancer un appel aux femmes. Venez dans les hôpitaux, faites-vous dépister d'abord des lésions précancéreuses. Et même s'il arrive qu'on vous détecte un cancer en son début, on peut détruire le cancer sans détruire votre utérus. Ça dépend du degré d'évolution de votre cancer au moment du diagnostic. Est-ce qu'il y a un lien entre le prolapsus du col utérin et le cancer? Est-ce que cela peut évoluer aussi vers un cancer? À première vue, on peut dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le prolapsus et le cancer. C'est deux pathologies différentes. Mais le prolapsus, souvent, expose le col de l'utérus à des micro-traumatismes répétés.
parce que prolapsus veut dire que le col va descendre et peut même sortir hors du vagin et et subir des micro-traumatismes qui peuvent entraîner des modifications et qui peuvent donner par la suite un cancer. Mais le lien n'est pas direct. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principal responsable du cancer du col de l'utérus, c'est Human Papillomavirus. Okay. Madame Ouedraogo, est-ce que les filles vierges peuvent être vaccinées même si elles ont plus de 26 ans? Monsieur Bakouan. Comme c'est la vaccination. Non, il n'y a pas de problème, puisque la personne n'a pas encore été exposée au virus. Comme je l'ai dit, l'objectif de la vaccination, c'est de protéger les filles contre le papillomavirus. Maintenant, si elle n'a pas encore été en contact avec le virus, elle peut se faire vacciner. Voilà, même si elle a 26 ans. Okay. Voilà. Est-ce que le cancer du col de l'utérus peut toucher des femmes vierges? Professeur. Mais en fait, on va pas se fatiguer de répéter. Les vierges, en principe, ne font pas de cancer du col de l'utérus. Parce que le responsable du cancer du col de l'utérus, c'est dans plus de 99% des cas, Human Papillomavirus. Et Human Papillomavirus se transmet essentiellement par le contact sexuel. D'accord. Madame Traoré à Orodara, elle a sa fille qui a eu des infections quand elle avait 10 ans. Cela lui a même causé des lésions au niveau du sexe. Mais avec les soins, elle va mieux. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Monsieur Bako. Elle doit se faire vacciner. Parce qu'en réalité, quand vous aviez des infections au niveau des organes génitaux, vous êtes plus exposé à être facilement infecté en cas de contact sexuel par Human Papillomavirus. Donc si à 9 ans, elle a eu des infections, des lésions au niveau des organes génitaux, c'est l'occasion maintenant de la faire vacciner, surtout que le vaccin, comme a dit M. Bakouan, est disponible dans tous les centres de vaccination habituels du ministère de la Santé. Ok, une femme qui a déjà accouché, dépistée négative, est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Il n'y a pas de problème, elle peut se faire vacciner. Comme je l'ai dit, si elle n'a pas encore été en contact avec le papillomavirus, il peut se faire vacciner. Ça se fait dépister voilà, d'abord. D'abord, si elle n'est pas encore été en contact, elle peut faire la vaccination. Mais nous, dans notre programme, c'est les filles de 9 ans. Mais elle peut aller en pharmacie, payer son vaccin et se faire vacciner. Comme on l'a dit, elle ne bénéficiera pas du programme. Du programme, parce que le programme, il y a une cible qui est visée. C'est les filles de 9 ans. Voilà, si vous dépassez, si vous n'avez pas de 9 ans, pour le moment, vous n'êtes pas pris en compte dans le programme. Mais vous pouvez aller en pharmacie, payer votre vaccin et vous faire vacciner. Comme il le dit, le vaccin fonctionne mieux lorsque la personne n'a pas encore été en contact avec le virus. Ouais, voilà. Ça m'amène à vous poser sa seconde question. Oui. Pourquoi vacciner les enfants de 9 ans? N'auront-elles pas des problèmes quand elles seront grandes? Non. C'est vraiment l'âge idéal. Le maire se recommande de vacciner les filles lorsqu'elles sont encore très jeunes. Lorsqu'elles n'ont pas encore, elles sont encore loin des premiers rapports sexuels. Qui sont, comme l'a dit le professeur, tu peux, au cours de ces rapports, être contaminé. Donc, c'est très bien de vacciner les filles lorsqu'elles sont encore très jeunes. Voilà, elles n'ont pas encore commencé l'activité sexuelle. Je comprends en fait l'inquiétude de la personne qui pose la question, parce qu'on entend dire que le vaccin, c'est pour stériliser nos filles. Tout à fait, c'est la question même de M. Mahmoudou Drabo. Mais en fait, ceux qui ont, les pays qui nous ont dévancés, quand on prend par exemple certains pays d'Europe et même certains pays africains qui pratiquent la vaccination depuis des dizaines d'années, les filles qui ont été vaccinées portent maintenant des enfants. Ça veut dire qu'elles sont devenues adultes, elles se sont mariées, elles ont des enfants sans problème de procréation. C'est la preuve, à travers certaines études, que le vaccin n'est pas responsable de stérilité plus tard. Pour appuyer ce que le professeur vient de dire, vous savez, avant le passage à l'échelle, nous avons eu une phase pilote en 2015 dans le district de Bascui et le district de Selenzo. Ces filles qu'on a vaccinées, qui avaient 14 ans en 2015, beaucoup de ces filles-là aujourd'hui ont des enfants. Donc celui qui veut maintenant aller à Selenzo faire des enquêtes, va trouver pour dire que aujourd'hui, en fait, le vaccin a été introduit depuis 2006. Dans la plupart des pays occidentaux, le vaccin a été introduit depuis 2006. Et aujourd'hui, il y a plus de 270 millions de personnes qui ont été vaccinées, avec plus de demi-milliard de doses. Donc, nous avons commencé la vaccination l'année passée, mais comme l'a dit le professeur, le vaccin a été introduit, ça fait 16 ans aujourd'hui.
Mais quand on lit les résultats des études, le vaccin, il est sûr, le vaccin, il est efficace. Voilà. Donc, nous voulons dire aux parents de ne pas avoir peur. Le vaccin a fait ses preuves dans la prévention contre le cancer du col de l'utérus. Et dans les pays qui l'ont introduit aujourd'hui, ces pays sont en phase de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Et je vous dis que nous sommes cette année, nous avons pu vacciner 90% des filles. Et si la dynamique se poursuit, je vous dis, en moins de 10 ans, nous allons atteindre le seuil de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Ça, je vous le garantis. Ajouter, parce que c'est parce qu'on vaccine seulement les filles que c'est sujet à interprétation. On pense qu'on veut stériliser les filles. Mais dans les pays développés, on vaccine aussi les garçons. C'est parce que, on veut aller étape par étape. On vaccine d'abord les filles de 9 ans, peut-être après, il y a le plaidoyer qui se poursuit, on va vacciner les filles de 10 à 14 ans. Et petit à petit, pourquoi pas, on va vacciner les garçons. Parce que c'est les garçons qui transmettent le virus. Ils prennent le virus d'une femme A pour transmettre à une femme B. Bon. Ça peut rompre le circuit, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il y a la question de Mme Traoré. Elle demande pourquoi choisir un seul district. On est en phase pilote à Bascui. Pourquoi ne pas élargir le dépistage à d'autres districts de la ville de Ouagadougou? Voilà. Ou de la région du centre? Voilà, c'est une question pertinente, effectivement. Au départ, on avait voulu prendre beaucoup de districts, mais on était limité par les ressources parce que l'association Médecins du Monde, c'est une association de bénévoles. C'est un ensemble de médecins, de prestataires de santé qui essaient de consacrer leur temps et de mobiliser les ressources pour créer des projets afin d'apporter ces soins-là à la population. Donc, l'argent qu'on a pu mobiliser pour ce projet-là ne nous permettait pas de prendre en compte plusieurs districts. Ça, c'est le premier aspect. Et pourquoi Bascui? Parce qu'on a travaillé avec le ministère de la Santé avec des critères. Et c'est Bascui qui répondait donc à ces critères-là. Bascui, le district sanitaire de Bascui est au cœur de Ouagadougou, avec des grands marchés, des grands yards, avec des professionnels du sexe qui sont développés surtout à Dapoya et autres. C'est pourquoi on a voulu orienter ce projet vers Bascui d'abord, c'est un projet pilote. Et après, on verra si on arrive encore à mobiliser des ressources, comment étendre donc aux autres districts. Et le plaidoyer aussi s'est fait au niveau du gouvernement pour prendre le relais. Parce que c'est une phase pilote, on a montré les preuves, ça marche, c'est des innovations. Et si le ministère de la Santé, en tout cas, arrive à prendre le relais, il peut étendre à l'ensemble du pays. C'est le dépistage du HPV. Sinon, le dépistage par le test IVA, l'inspection visuelle à l'acide acétique, ça, le gouvernement, comme l'a dit le professeur, c'est gratuit dans l'ensemble du pays depuis 2016. Ok, nous allons maintenant essayer de répondre aux questions de M. Nyambré Bourema à Ouargaï. Il en a plusieurs. De quand datent les premiers cas de cancer du col de l'utérus au Burkina Faso? Professeur? Je crois que les Burkinabés ont fait des cancers avant même que le Burkina Faso ne soit créé en tant qu'État. Parce que nos maîtres qui se sont investis les premiers dans la lutte contre le cancer, je pense au professeur Amadou Sanou, paix à son âme, et également le professeur Bibiane Kone qui nous conseille toujours. Ils sont rentrés de leurs études, trouvé qu'il y a des cancers du col de l'utérus, trouvé qu'il y a des cancers du sein, qu'il y a bien d'autres cancers. Cela montre que le cancer existait bien avant, bien avant l'existence, la création même du Burkina Faso. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre l'abandon de l'excision et puis le cancer du col de l'utérus? Non, nous ne voyons aucun lien. Parce que lui pense que... Nous ne voyons aucun lien. C'est deux fléaux. L'excision, un fléau. Le cancer du col de l'utérus, c'est un fléau que nous luttons contre tous les deux fléaux. D'accord. Madame Ouedraoui, elle veut savoir où aller pour faire vacciner sa fille. Elle est à Ouaga. Donc, elle peut aller faire vacciner sa fille de 14 ans. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, la cible du programme là, c'est les filles de 9 ans. Voilà, c'est les filles de 9 ans qui sont concernées par notre programme. Alors, mais l'année prochaine,
le programme envisage en tout cas un grand rattrapage des filles qui ont manqué la vaccination. Et la cible va prendre les filles de 10 ans jusqu'à 18 ans. Donc, et puis elle est en pharmacie pour le moment. Comme sa fille n'est pas prise en compte dans notre programme, elle peut aller en pharmacie payer son produit pour vacciner, son vaccin pour vacciner sa fille, soit elle peut attendre l'année prochaine où il y aura la campagne en tout cas de rattrapage des filles de 10 jusqu'à 18 ans. Voilà. Professeur Zongo, vous êtes interpellé par Madame Lydie Diallo Hawaga. Elle dit avoir lu une de vos interviews, où vous dites que la majorité des femmes dépistées positives au cancer du sein meurent dans la première année. Est-ce que cela est valable pour le cancer du col de l'utérus? D'abord, il faut rectifier. Parce que le cancer, quand on parle de dépistage, dépister, c'est détecter une maladie avant l'apparition des premiers signes. Tous les cancers du sein qui ont été découverts au cours d'un dépistage guéris dans pratiquement 100% des cas. Ça veut dire que c'est des cancers qui ne sont pas encore cliniquement parlants. Mais les cancers qui sont diagnostiqués tardivement, ça veut dire les cancers qui sont diagnostiqués devant des signes de complications, meurent effectivement dans plus de 50% des cas dans l'année qui suit le diagnostic. Il faut faire la nuance. Pour le cancer du col de l'utérus, on ne devrait pas en arriver là. Parce que le cancer du col de l'utérus, on a plusieurs barrières. La première barrière, c'est ne pas l'avoir. Pas la vaccination, pas le dépistage. La deuxième barrière, c'est de le détecter tôt. Et quand on détecte tôt, on guérit aussi du cancer du col de l'utérus. Surtout que la radiothérapie est rendue gratuite par le décret présidentiel. Elle demande combien coûte la prise en charge. Est-ce qu'elle peut se faire partout au Burkina Faso? Toutes les maladies ne peuvent pas se soigner partout. Parce que quand on prend le système de santé, c'est catégorisé. Il y a un niveau 1, il y a un niveau 2, il y a un niveau 3. Pour les cancers, c'est pareil. Est-ce qu'on peut, quel est le prix du traitement d'un cancer? Ça dépend de où vous vous mettez. Les traitements dans les hôpitaux publics sont subventionnés. Quand vous arrivez par exemple dans l'hôpital Yalagdo Ouedraogo, le plus grand hôpital du Burkina Faso, vous allez voir que la chirurgie est subventionnée. Vous ne payez pas grand-chose parce que l'État paye le reste derrière vous. La chimiothérapie, pour le moment, les produits ne sont pas subventionnés, mais l'administration est subventionnée. Vous payez moins cher que quand vous partez dans les structures de santé privées. Pour la radiothérapie, comme le seul centre de radiothérapie que nous disposons est public, la radiothérapie est gratuite actuellement. Donc ça dépend de là où on se trouve. C'est difficile de donner des chiffres, mais il faut savoir que l'État joue une grande partition dans la prise en charge des cancers en subventionnant la chirurgie, en subventionnant l'administration de la chimiothérapie et en rendant la radiothérapie gratuite, surtout pour le cancer du col de l'utérus, quand on sait que la radiothérapie, c'est un élément crucial dans le traitement de ces cancers. Vous voulez acheter quelque chose? D'accord. Quand pour une mise à l'échelle pour toute la tranche 9 à 14 ans, conformément aux recommandations de l'OMS, M. Bakouan? Ok, c'est comme je disais tantôt. Vous avez parlé de rattrapage qui va aller jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, et l'année prochaine. Et nous sommes en train d'élaborer le plan de cette campagne de rattrapage-là. Voilà, si tout va bien l'année prochaine, toutes les filles dont l'âge est compris entre 10 et 18 ans seront vaccinées. On a estimé c'est plus de 2 millions et quelques de filles qui seront vaccinées dans le cadre de cette campagne-là. D'accord. Et quelle sera la principale innovation de la phase 2 du programme, M. Kwanda? Oui, la phase 2 du projet cancer du col de l'utérus au niveau de Bascuit. C'est déjà lancé ça. Voilà, c'est la principale innovation, c'est l'implication des relais communautaires. L'implication des relais communautaires qui vont assurer donc le dépistage actif communautaire, ce qu'on appelle le dépistage actif communautaire. Et les femmes, on a dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à aller dans les centres de santé. Donc, nous avons formé des relais communautaires qui vont aller vers les femmes, les proposer le dépistage. Et elles ont le choix de faire le prélèvement sur place chez elles. Les relais communautaires démontrent la technique, elle fait le prélèvement chez elle, elle remet le prélèvement au relais communautaire qui est équipé, qui convoie ce prélèvement donc, au niveau des formations sanitaires. Et le résultat également revient avec un pli, sous pli fermé
et on remet à la femme. Et il y a un code, si la femme ouvre, à travers le consigning que le relais communautaire a donné à la femme, elle sait que quand elle ouvre, elle trouve telle couleur ou telle couleur, ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que c'est négatif. Quand c'est positif, elle sait qu'elle doit repartir au centre de santé. Donc il y a cette stratégie qu'on a mis en place. Et la femme aussi, à travers le consigning, elle peut choisir aussi d'aller se faire dépister directement au centre de santé. Donc ça, c'est l'activité de relais communautaire que nous avons mis en place au niveau de Bascui. Et ça a marché parce que nous l'avons expérimenté. C'est un projet pilote dans un projet pilote. Projet cancer du col, pilote au district sanitaire de Bascui. Et à l'intérieur, nous avons choisi 2 formations sanitaires pour faire le dépistage actif communautaire, pour voir. Et ces 2 formations sanitaires, le taux de dépistage était faible. Et dès qu'on a mis en place le relais communautaire, ils ont pulvérisé le record. Et aujourd'hui, 45% des femmes dépistées dans ces 2 centres sont le fait de ces relais communautaires. Donc nous pouvons dire déjà que ce projet pilote marche bien. Voilà, merci. Madame Ouedraogo, quel message avez-vous à l'endroit des parents pour faire vacciner leurs enfants? Bon, le message que moi j'ai pour les parents aujourd'hui, c'est de faire vacciner les enfants. Parce que le vaccin n'était pas disponible. Et au niveau de la pharmacie, ça faisait à peu près 100 000 francs la dose. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait l'effort pour disponibiliser le vaccin. Donc, moi, je pense que les parents doivent faire vacciner leurs enfants pour prévenir le cancer. Voilà. Okay. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Toujours avec vous, Madame Ouedraogo, quel message souhaiterez-vous transmettre aux autorités en lien avec la lutte, en lien avec la vaccination contre le HPV? Bon, le message que j'ai à l'endroit du ministère, comme ils l'ont si bien dit, bon, comme ils ont dit que l'année prochaine, je ne sais pas l'année prochaine, là c'est quand? C'est 2025 ou bien c'est 2024? Hein? C'est 2024. 2023, non, c'est forcément 2024. Il reste quelques jours seulement. Non, ça va aller. Donc nous souhaitons... Monsieur Bakwan, vous êtes interpellé. Non, pas de problème. Par rapport à l'effectivité de vacciner les enfants de 10 à 14 ans. Bon, ils sont allés jusqu'à 18 ans. J'espère que vraiment M. Bakwan va mettre... Nous voulons que ça soit introduit dans le système de vaccination de façon routinière. Ok. Voilà. Donc de 9 à 18 ans, ça c'est la campagne. Si l'année prochaine, nous arrivons à vacciner au cours de la campagne les filles de 10 jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire en principe, il n'y aura plus de filles de 10 à 14 ans qui n'ont pas reçu le vaccin. En principe, avant de faire l'introduction, on devrait faire le rattrapage. Il doit y avoir une campagne de rattrapage d'abord des filles de 10 à 14 ans, comme ils l'ont dit, comme cela est recommandé par l'OMS. Mais en son temps, il n'y a pas suffisamment de doses au plan mondial. Donc le gouvernement a décidé d'introduire le vaccin pour les filles de 9 ans. Et présentement, le problème de doses ne se pose pas. Et c'est pourquoi maintenant nous voulons rattraper. Avant, dans le reportage, le directeur avait dit que c'était 2 doses. Effectivement, quand nous avons commencé la vaccination, c'était 2 doses. Mais maintenant, des études ont montré que l'efficacité d'une dose est comparable à 2 doses. Donc nous sommes passés de 2 doses maintenant à 1 dose. Donc le problème ne va pas se poser. Voilà. Si la campagne marche bien, si la sensibilisation marche bien, toutes les filles qui ont l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans là, seront vaccinées. Et il va nous rester maintenant les filles qui rentrent dans 9 ans. Donc voici notre stratégie. On va vous rappeler, M. Bakwan. C'est par rapport à la vaccination des garçons. Comme on l'a si bien dit, le HPV, on l'a par rapport sexuel. Et ce n'est pas seulement les femmes qu'il faut vacciner. Donc voilà, quand on dit de vacciner seulement les femmes, les gens ont d'autres perceptions de la chose. Mais si c'est les filles et les garçons, je pense que ça va mieux se passer. Et il faudra réfléchir et mettre les garçons dans le programme. D'accord. Professeur Naï? Comme mot de la fin, je dirais d'abord aux parents de faire vacciner leurs enfants. Il faut les protéger contre HPV. Aux femmes de se faire dépister. Il faut se protéger contre le cancer du col de l'utérus.
aux différentes associations de la société civile de poursuivre la mobilisation pour qu'on atteigne les 70% de femmes dépistées d'ici 2030. Au ministère de la Santé de garder le cap parce qu'ils sont sur le bon chemin de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Quant aux plus hautes autorités et à la représentation nationale, c'est de toujours faire de la lutte contre le cancer une priorité dans leurs décisions, malgré les problèmes qui nous habitent. C'est seulement à ce prix qu'on pourra éliminer le cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030 et les autres cancers dans les années à venir. Monsieur Bakwa? Oui, ok. Ce que j'allais dire, c'est de donner l'information à l'ensemble de la population que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est disponible dans toutes les formations sanitaires. Et demander à ce qu'ils envoient leurs filles se faire vacciner. Je profite de ce plateau vraiment pour remercier l'ensemble de nos collaborateurs, surtout les acteurs du monde de l'éducation, voilà, pour leur accompagnement, et la société civile, voilà, l'ensemble des parties prenantes, et surtout les agents de santé qui travaillent dans des conditions souvent difficiles, mais qui continuent d'offrir des services de santé, y compris des services de vaccination aux populations. Voilà. Pour terminer, M. Kwanga. Merci bien. Pour terminer, j'allais interpeller donc toujours la population de Bascuit, en particulier les femmes, pour leur dire que le projet finit certes en 2024, mais nous avons développé une stratégie de sortie pour le district, pour permettre au district de continuer les actions qu'on a mis en place. Donc, nous invitons la population, après 2024, de continuer toujours à adhérer massivement aux activités de dépistage et de prise en charge du cancer du col de l'utérus. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Chers invités, merci d'être venus sur ce plateau. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonsoir.